OK, alors j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire plutôt vite. Hem, Qu'est-ce que je vais parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va parler entrepreneuriat, on va parler guerre, en l'occurrence guerre contre la Russie. Pourquoi est-ce que ça serait une énorme connerie de faire, la guerre, contre la Russie là, maintenant, tout de suite et surtout d'avoir annoncé le fait de que tu vas faire la guerre contre la Russie. Pour ce faire, on va parler de d'États-Unis et de Chine. Tu vas voir que les 2 sont intimement liés. C'est super, super intéressant. Alors, on va commencer avec l'entrepreneuriat. Bien évidemment, vu que de base ma chaîne porte sur l'entrepreneuriat, bien que ce soit une chaîne personnelle. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entrepreneurs pensent comme de la merde et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte, mais c'est pas de leur faute. C'est à cause des réseaux sociaux et à cause de des notions qu'on va leur apprendre, OK? Non seulement à cause de ça, mais aussi parce qu'on leur a jamais réellement appris comment est-ce qu'ils devaient penser comme des entrepreneurs, OK? Hem, des entrepreneurs ou plutôt des des bâtisseurs. Vu qu'une personne qui entreprend, au final, c'est une personne qui va bâtir quelque chose, OK? Qui a pour but d'avoir de la valeur économiquement. Donc, cette personne doit faire preuve de productivité. Je m'explique. Non seulement de productivité, mais aussi de bon sens et d'altruisme. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, de base, j'utilise ma tablette, hein, donc c'est normal si je regarde un peu en bas. De base, il y avait uniquement 2 acteurs, OK, dans la société capitalisme. Il y avait la personne qui possédait des capitaux et la personne qui possédait, la force de travail, OK? Et la personne qui possédait la force de travail allait mettre sa force de travail, du coup, au service de la personne qui possédait des capitaux. Première chose à savoir. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire preuve de productivité? Parce que justement, lorsque tu es entrepreneur, tu vas potentiellement emprunter le capital d'un autre. De base, c'est ça la notion d'entrepreneur, hein. C'est tu vas emprunter le capital d'un autre et emprunter la force de travail à une autre personne, ok, pour que ça puisse produire quelque chose. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité pour savoir quel capital tu vas emprunter et quelle force de travail exacte est-ce que tu auras besoin, qui sera du coup plus ou moins développée. Et si tu fais pas preuve d'ingéniosité, bah dans ce cas-là, c'est que tu vas flamber, ok. Ça, après, c'est plus le principe des startups à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tu n'as plus vraiment, vraiment besoin de d'emprunter forcément le capital d'une autre personne. Pourquoi? Parce que maintenant, la plupart des personnes possèdent un capital qui vont leur permettre de générer de la valeur, ok? Qui est ton téléphone, ta tablette ou que sais-je, ok? Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire preuve d'altruisme aussi? Parce que, en fait, ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de résoudre, combler un besoin qu'une tierce personne a. Ok? Enfin, pas qu'une tierce, qu'un groupe de personnes a. Et du coup, si tu fais pas preuve d'altruisme, tu pourras pas repérer les besoins qui ont besoin du coup d'être comblés. Ok? Mais ça, tout ce que je t'ai expliqué là, c'était les prémices de la pensée d'un entrepreneur. Si tu n'es pas capable de conscientiser tout ça, tout ce que je viens de te dire, c'est que tu n'es pas un entrepreneur, d'après moi. Première chose. Maintenant, on va rentrer dans le deep. Donc, je te conseille de t'accrocher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entrepreneurs pensent comme de la merde. Je t'explique. Mais c'est pas votre faute, encore une fois, c'est parce qu'on vous a pas appris à penser comme des entrepreneurs. Bon, je m'explique. Il y a 2 catégories d'entrepreneurs. Il y a les innovateurs, les personnes qui entreprennent réellement, et il y a les copieurs, les personnes qui vont juste copier ce que les vrais entrepreneurs font. Donc, toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es très certainement dans la catégorie des copieurs, OK? Donc, tout ce que tu vas faire, c'est par exemple, même Mathis Clouet, qui est pourtant un grand entrepreneur, je ne dément pas. Mais c'est un copieur au final. Pourquoi? Parce que il va venir copier ce que Alex Hormozy fait pour venir le retranscrire, ok, de manière et le dire de manière assez innovateur, alors qu'au final, tout ce qu'il a fait, c'est copier quelqu'un d'autre, ok. Donc
Tu peux pas t'appeler entrepreneur, à mon sens, si tout ce que tu fais, c'est copier. Ok? Je dis pas. Tu vas forcément copier au bout d'un moment. Mais si il y a une majorité de ce que tu fais qui est copié chez quelqu'un, est-ce qu'on peut encore réellement t'appeler entrepreneur? Non. Et surtout, les personnes qui vont créer le plus de valeur, qui vont générer le plus de cash, qui vont se permettre simplement d'être sur le devant de la scène, avoir le plus de fame, devenir millionnaire beaucoup plus rapidement, etc., etc., ça sera les personnes qui seront capables d'innover. Ok? Pourquoi? Parce que ces personnes qui vont innover, ils vont avoir quelque chose de nouveau et tout le monde aime ce qui est nouveau, ça va être plus attractif et les personnes vont naturellement venir vers cette personne-là. Ok? Premièrement. Deuxièmement, il y a le concept de pensée. Ok, on ne peut pas parler de copieur et innovateur sans parler de pensée. Là, le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils vont penser 10%. Donc 10%, c'est comment est-ce que je peux avoir sur les résultats que j'ai déjà eus, comment est-ce que je peux avoir des résultats qui seront encore meilleurs. Ok, par exemple, supposons que j'ai 20 000 euros, comment est-ce que je peux passer de 20 000 à 30, 40 000 euros par mois? Ok? C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser d'une manière beaucoup plus innovante. Je m'explique. Euh, Supposons que tu es à 20, 30 000 euros par mois. Au lieu de penser à comment est-ce que tu peux passer à 40, 50 000 euros par mois, essaye de penser à comment est-ce que je pourrais passer de 20, 30 000 euros par mois à 100, 150 000 euros par mois. Ok? Ça, c'est penser x 10. Pourquoi? Parce que, en fait, en pensant x 10, tu vas pouvoir te permettre de revenir aux bases, ok? Et simplement voir plus loin, nouveau, et d'une manière totalement inédite que ce que tes concurrents ont pu faire jusqu'à présent. Ce qui va te forcer à faire preuve d'ingéniosité, euh, à innover aussi, en quelque sorte, pour te permettre d'aller chercher des résultats encore et beaucoup plus meilleurs que ce que tous tes concurrents ont pu avoir jusqu'à présent. Et c'est ce qu'a fait Apple en créant l'iPhone plutôt qu'un autre smartphone. C'est ce qu'a fait Elon Musk en créant Neuralink, en créant Tesla et en créant... Enfin, il n'a pas créé, il a repris plutôt. En créant Neuralink, en reprenant Tesla et en créant SpaceX. Et aussi en créant PayPal, bien évidemment. Euh, Enfin, les prémices de PayPal. Tout ça, ça a été fait, le fait de penser x10, ça a été la marque de tous les plus grands innovateurs de ces dernières décennies. Ok? Pourquoi? Parce qu'en pensant x10, ça va te permettre non seulement de penser à un tout nouvel écosystème dans ton industrie, mais aussi te permettre de vraiment pousser l'innovation à un point tel que les autres personnes n'y avaient pas encore pensé. C'est d'ailleurs pour ça que Steve Jobs disait, je ne demande pas au marché ce dont il a besoin parce que les consommateurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent réellement et le marché lui-même ne sait pas ce qu'il veut réellement. Ok? Parce que ce qu'ils veulent réellement, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et pour inventer quelque chose qui n'existe pas encore, il faut penser à avoir 10 fois plus de résultats que tes concurrents. Par contre, ça importe des sacrifices, notamment au niveau financier, niveau risque, tu auras beaucoup plus de risques vu que tu vas essayer d'innover beaucoup plus, etc., etc. Donc, il y a ça. Il y a la convergence industrielle. Si tu as envie de penser x10, il va falloir que, et surtout d'avoir un avantage concurrentiel sur tes concurrents, il va falloir que tu penses à prendre des éléments qui viennent de diverses industries et de les ramener dans ton industrie. C'est ce qu'a fait Elon Musk avec SpaceX et Tesla. Je m'explique. Dans SpaceX, il avait besoin j'allais dire d'une régularité, mais plutôt d'une d'une justesse dans ses calculs énorme, ok? Une justesse incroyable parce que, dites-vous, dans une fusée, s'il y a un seul boulon qui est mal placé, tout explose. C'est la fusée qui explose, c'est des milliards qui sont perdus, des millions, des milliards qui sont perdus, et du coup, t'es en perte. Donc ton but, à toi, ça va être quoi? Ça va être quand tu vas venir dans une autre industrie, Elon Musk, il a pris justement cette justesse qu'il faut avoir. Bah, du coup, il va devoir tout traquer, toutes les datas dans sa fusée, vérifier que les métriques sont bonnes, etc., etc. Il a pris cette justesse, cette régularité dans les métriques, il les a transposées à Tesla. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, Tesla a pu faire des bons faramineux, ok, et prendre une énorme part de marché. Pas uniquement parce que c'est des voitures écologiques, euh,
c'est électrique, et cetera, et cetera. Non, parce qu'il a réussi à transposer quelque chose qui venait d'une autre industrie dans son industrie, ce qui lui a permis d'avoir un avantage concurrentiel juste énorme. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toutes les aires de ses autres business, hein. C'est ce qu'il fait et qu'il continue de faire. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait de réussir, je dirais, à créer de la valeur, à revoir son modèle de pensée. Je m'explique. Ton but dans une entreprise, c'est quoi? C'est de créer de la valeur. Logique. Ce qu'il faut que tu saches maintenant, c'est que à l'heure actuelle, tu penses trop à faire des choses qui seront professionnelles, qui seront tape à l'œil, à apprendre de nouvelles compétences pour t'améliorer. Tout ça, je dis pas c'est bien, mais c'est pas la chose qui va te faire créer le plus de valeur là maintenant tout de suite. Le problème, c'est que avant de faire des ads, tu vas chercher à apprendre le copywriting. Ok, c'est cool. Mais est-ce que tu ne généreras pas plus de valeur, donc de, de richesse, ok, de revenus? Est-ce que tu ne vas pas générer plus de cash, en gros, en testant directement, plutôt qu'en attendant d'avoir appris la compétence de copywriting? Bien sûr que non. Au contraire, tu vas perdre du cash en essayant d'apprendre d'abord la compétence et après en testant. Ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, tu perdras du cash. Mais choisis l'option à chaque fois qui va te permettre de perdre le moins de cash et surtout de générer le plus de cash pendant que tu perds du cash. Ok? Je m'explique. Pendant que tu vas tester tes premières ads, tu vas perdre de l'argent. Ok. Mais pendant que tu perds de l'argent, tu vas non seulement récolter des datas qui te seront utiles pour le futur, donc tu vas déjà en quelque sorte sauver du cash, premièrement, mais surtout, deuxièmement, il y aura une de tes ads, ok, qui va fonctionner, qui va te ramener des clients. Et ce, même si elle est nulle ou pas. Donc, en quelque sorte, tu vas générer du cash, même si dans la globalité, tu vas perdre du cash. Donc il y a ça. Maintenant, passons à la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la forme de guerre moderne, enfin, la plupart des personnes sont restées coincées dans la forme de guerre ancienne. On est à l'heure d'aujourd'hui dans une nouvelle époque, là où il y a la technologie, là où il y a l'économie, là où il y a tout qui est mondialisé. Et du coup, avec cette mondialisation, cette grande mondialisation, la forme de guerre a changé. Ok? Et enfin, fort à parier d'après moi que cette forme de guerre, en fait, elle existe depuis bien longtemps, mais juste les personnes qui connaissent réellement la guerre n'ont jamais voulu en parler parce que si tu en parles, en fait, tu vas perdre un avantage stratégique énorme. Ok? La preuve, on est la Chine et les États-Unis. Je m'explique. Aujourd'hui, la guerre, c'est un ensemble d'écosystèmes. C'est pas uniquement tu te rends sur un champ de bataille et tu tires sur les personnes, ok? Mais plutôt, c'est une guerre hybride ou plutôt une compétition de puissance. Donc, voici les 6 leviers utilisés par les États modernes pour la guerre. Aujourd'hui, quand on va parler de guerre, on va pas parler uniquement de guerre militaire. On va parler de guerre sur le plan économique. Ça va être le rachat d'entreprises stratégiques, par exemple la Chine, qui le fait massivement en Afrique et en Europe. Il va acheter des entreprises, investir dans des entreprises pour avoir un certain contrôle, ok, mais aussi pour avoir accès à de nouvelles technologies pour qu'elle puisse le transposer à nouveau sur son sol américain, enfin sur son sol chinois, pardon. Le fait d'attirer des investisseurs chez soi pour avoir accès des investisseurs américains, bien évidemment, pour avoir accès à leur technologie. Le contrôle de chaînes logistiques, donc celui qui contrôle les routes, contrôle les nations, bien évidemment. Si tu contrôles la route, la logistique, ça va te permettre tout un tas d'avantages concurrentiels et surtout les investissements massifs. Tu dois donner des infrastructures pour créer une dépendance. Donc, ça va être une guerre en amont, lente et structurée. Ce qui veut dire que la guerre ne se fait pas comme ce que la France a fait. La guerre ne dit pas dans 3 ans on rentrera en guerre contre telle ou telle personne. Non, vu que déjà ça donne le temps à le camp adverse de se préparer, ok, premièrement, mais aussi
ça te fait perdre un avantage énorme et t'as pas eu le temps de mettre en place cette guerre économique, ce soft power économique. Après, il y a la guerre monétaire. Faire adopter sa monnaie, imposer ses circuits financiers, créer des dépendances bancaires. Regarde, par exemple, le dollar. Si nous, à l'heure d'aujourd'hui, on adoptait le dollar, on serait dépendant monétairement des États-Unis, ok? Parce que, ou même si on indexait notre euro sur le dollar américain, je sais pas si ça se dit, on serait dépendant des États-Unis. Ce qui nous ferait, du coup, euh, donner en quelque sorte notre pays, vu qu'au final, la monnaie d'un pays, ça va être le corps même d'un pays, ça va nous faire donner notre pays aux États-Unis. Ok? Par exemple, si là demain, on était indexé sur le dollar américain et que l'Amérique décidait de couper les ponts avec nous, le pays serait en faillite. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas de monnaie de rechange qui nous permettrait de relever le pays. Donc, le fait d'indexer notre monnaie sur le dollar américain serait une perte énorme. Genre, enfin, je sais pas si c'était bien expliqué. Après, il y a la guerre politique. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais si tu arrives à avoir une influence sur les élections, sur le parti politique et profiter d'une instabilité interne pour peser dans le jeu, ben dans ce cas-là, ça va te permettre d'avoir un avantage énorme. Regarde, avec Kadhafi, par exemple. Kadhafi, ce que la France a réussi à faire, c'est euh, simplement la France, Amérique, l'Occident, en bref, a réussi à faire, c'est faire croire que Kadhafi était quelque chose de mauvais pour leur pays. Alors que Kadhafi, Muammar Kadhafi, enfin, je connais pas toute l'histoire, mais d'après ce que je sais, c'est que Kadhafi a quand même réussi à améliorer le taux d'alphabétisation dans son pays, ok? Faire en sorte à ce qu'il y ait beaucoup plus de médecins, améliorer le cadre de vie, etc., etc. Alors oui, c'était un dictateur, certes, mais il a quand même fait des choses qui étaient extrêmement bien pour son pays, ok? Guerre informationnelle. Si tu contrôles les médias d'un pays, si tu contrôles ses réseaux sociaux aussi, ok, par exemple avec Snapchat, TikTok, Instagram, tout ça, c'est pas quelque chose qui vienne de France, mais ça vient ailleurs de France. Et justement, le fait d'avoir des applis externes, des réseaux sociaux externes que tout le monde utilise de manière extrêmement fréquente en France, ça permet de récolter un énorme amas de données, ok, sur le comportement des Français pour après pouvoir le retourner contre eux, ok, que ce soit euh, des, des valeurs, des comportements, des normes pour permettre après de s'accaparer la population. Vu qu'au final, c'est qui va faire la guerre? C'est pas les dirigeants, mais c'est la population. Et du coup, si tu contrôles la population, tu contrôles les dirigeants. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ses propres réseaux sociaux et ses propres médias ou de prendre le contrôle des réseaux sociaux et des médias du camp adverse. Et ensuite, on a la guerre criminelle. Donc, ça, c'est euh, quelque chose de très caché, mais enfin, je pense que la plupart des personnes le savent. Les États utilisent parfois des acteurs non étatiques, comme des groupes criminels, des gangs, des milices, des mercenaires ou autres, pour pouvoir déstabiliser un pays, que ce soit de manière financière, de manière euh, politique aussi. Ok? Ça, c'est super, super bien, vu que tu vas agir sans être officiellement responsable et créer du coup des sessions internes dans le pays pour te permettre après de venir contrôler le pays d'une meilleure manière. Souviens-toi, diviser pour mieux régner. Ensuite, on a la guerre cyberdata. Ça, c'est vraiment la guerre du futur. C'est tout ce qui est piratage d'infrastructures, vol massif de données personnelles et applications segmentées. Ok? Si tu arrives à avoir une, euh, une, une technologie, ok, le fait des hackers qui sont super influents, super bons dans leur domaine, ça va te permettre d'hacker les pays adverses. C'est ce que la Corée du Nord a fait et fait encore à l'heure actuelle. Elle hack des pays adverses pour voler de l'argent, pour faire tout un tas de choses. Et je dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon, honnêtement, je m'en fous, hein. Mais ça leur offre quand même un avantage énorme sur leur truc, ok. Et du coup, tout ça, c'est la réalité moderne de la compétition entre grandes puissances. Euh,
C'est les doctrines russes, c'est les théories chinoises, tout ce qui est Sun Tzu, doctrine de la guerre sans restriction, la stratégie américaine globale, les logiques d'influence française en Afrique. Tout ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à un pays, une superpuissance, de non seulement garder sa position de superpuissance, mais aussi de gagner la guerre sans même faire en sorte à ce qu'il y ait des personnes qui meurent. C'est ce que la Chine fait à l'heure actuelle, les États-Unis font à l'heure actuelle. Donc honnêtement, c'était une grosse connerie de dire qu'on va faire la guerre à la Russie, sans même avoir réussi à gagner la guerre sur tous les points que je viens de citer, tout simplement. Euh, voilà, c'était tout. C'était Jovik Matembele. Ciao, ciao.